Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va passer en revue les 10 plus grosses market cap du SP500. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les critères du screener qui est très simple. On prend le S&P 500, donc un ETF qui suit le S&P 500. On prend les 11 premières positions. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Et les 11 premières positions de cet indice ont une capitalisation boursière supérieure à 750 milliards de dollars US. On y va tout de suite. On enlève le prix qui ne nous intéresse pas. On a deux classes d'actions alphabet, c'est pour ça que c'est un top 11, en réalité c'est un top 10. Alors, on commence avec la description des métriques affichées, comme d'habitude. On a le nom de l'entreprise, son industrie, la capitalisation boursière de l'entreprise, deux indicateurs de cherté via la valeur d'entreprise sur EBITDA et le PER, donc c'est la valeur d'entreprise sur EBITDA, ça tient compte de la dette, le PER ne tient pas compte de la dette. Un indicateur de rentabilité, il y a le rendement des capitaux investis et le rendement des fonds propres. Alors pour une activité traditionnelle, on va dire hors activité financière, on va se concentrer plutôt sur le rendement des capitaux investis. Sur l'activité financière, ce sera plutôt un rendement des fonds propres. On a l'endettement de l'entreprise, le rendement du dividende, le payout ratio de ce dividende, la comparaison entre le free cash flow et les bénéfices nets pour savoir si ce payout ratio correspond aussi bien à un payout ratio en termes de free cash flow. La croissance de l'entreprise, on va la mettre ici, et un autre indicateur de valorisation qui est le prix sur actif. Alors, ici, ça sera spécifiquement pour Berkshire Hathaway, qui est une société de portefeuille. On commence tout de suite avec cette analyse. La première market cap de la liste, c'est Apple. Donc on opère dans, on va dire plutôt le hardware, hein, donc la technologie, donc les iPhones, les smartphones, les PC, etc. L'entreprise est en train de tranquillement se déplacer plus vers les services et les logiciels, mais pour l'instant ça reste une entreprise de hardware. On est sur une market cap de 3,6 trillions de dollars US. On a en rythme annualisé sur 5 ans 8,5% de croissance, ce qui est pas si élevé que ça hein, finalement pour Apple. Donc l'entreprise peine à trouver des relais de croissance à l'heure actuelle. Deux indicateurs de valorisation, la valeur d'entreprise sur EBITDA et le PER, qui sont à des niveaux très élevés, surtout si on regarde la croissance. On a 23,2 pour la valeur d'entreprise sur EBITDA, 38 pour le PER 12 derniers mois, ce qui est pas fantastique. Le rendement des capitaux investis, par contre, il est très bon, on a 57%, donc là ça fait une génération de cash exceptionnelle. Et après, on faut voir ce qu'on fait de ce cash. Est-ce qu'on verse un dividende? On verse un maigre dividende de 0,4%, alors qui est très bien couvert par les free cash flow ou les bénéfices nets, qui sont à peu près équivalents ici. Donc en fait, ce que fait Apple, c'est un petit dividende et des énormes rachats d'actions, ce qui explique qu'on a un rendement des capitaux, des fonds propres, qui est supérieur à 100%. Parce que en fait, on achète massivement les actions pour les annuler, donc on diminue les fonds propres très rapidement. Apple, pour ma part, je pense qu'il vaut mieux être à l'écart de cette entreprise, qui n'a pas beaucoup de croissance, qui a une bonne rentabilité, mais qui est très 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 chèrement valorisée pour la faible croissance qu'elle met en face. Mon opinion, ma thèse, c'est que Apple ne tient que grâce au rachat d'actions. Plutôt à mettre de côté. Ensuite, Microsoft, le spécialiste du logiciel, on est presque à 3 trillions de market cap. Là, on a plus de croissance qu'Apple hein, quand même. On a 14,2% de croissance, qui est quand même excellent hein, pour une société aussi vieille que Microsoft. Valeur d'entreprise sur EBITDA de 20,6, PER de 32. Pour moi, c'est pas incroyablement cher payé pour une société qui a une bonne croissance. Comme Microsoft. Mais c'est quand même cher, hein, on va pas se mentir. On a un rendement des capitaux investis de 25%, et un rendement des fonds propres de 35%, ce qui est excellente rentabilité, aucun problème. On a quasiment pas de dette au bilan. Un dividende qui est quand même payé, mais qui est en dessous de 1%, donc pour l'instant c'est symbolique, avec un payout ratio qui est au-dessus de ce qui est indiqué ici, hein, puisqu'on a des free cash flow qui sont plus bas que les bénéfices nets, donc on est proche de 30%, je pense, ou 35%, bon, pas de problème sur ce dividende. Microsoft fait également des rachats d'actions, donc ça améliore le rendement de l'actionnaire. Pour moi, Microsoft c'est quand même cher payé, même s'il y a de la croissance. Nvidia, donc le géant des semi-conducteurs qui est très très volatile, hein. Avant c'était, à un moment donné, c'était la market cap numéro 1, c'est passé derrière Microsoft. On est sur une market cap de 2,8 trillions de dollars US,
64% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est exceptionnel. Sur 2024, on a affiché 100% de croissance. Donc, la valorisation qui est affichée ici, en fait, elle n'est pas du tout cher payée. Puisque si on double, ne prenons que le PER, si on double les bénéfices sur un an, en fait, on a une valorisation de 19 sur Nvidia. Donc tout l'enjeu, et c'est pour ça que je fais pas de société de croissance, tout l'enjeu, c'est pas de pas se tromper sur les prévisions de croissance. Et ça va tellement vite, les taux de croissance sont tellement élevés, la rentabilité également, là, qui est à 85%, elle est tellement énorme qu'il peut y avoir des concurrents les concurrents sont intéressés pour entrer sur le marché. Pour l'instant, ils ont trop de retard technologique, donc Nvidia est clairement devant les autres. Mais pour l'instant, si Nvidia préserve son avance, on peut doubler le chiffre d'affaires, potentiellement du coup doubler les bénéfices. C'est pas exactement comme ça qu'on calcule, hein, mais en tout cas en 2 ans, on peut doubler les bénéfices sans problème. Et donc on se paye un multiple de 19. Donc Nvidia c'est pas cher payé, mais il faut pas se planter sur les prévisions. Niveau dividende, on peut sauter, hein, on n'est pas là pour le dividende. Donc Nvidia, pour les amateurs de croissance uniquement. Alphabet, 2,1 trillions de dollars de market cap. Une croissance toujours importante, hein, en rythme annualisé sur 5 ans, à 16,7%, ce qui est quand même toujours bon. Hein. On est sur une valorisation qui est pas si cher payée. Comparativement, on a plus de croissance que Microsoft, on a une rentabilité équivalente, et on se paye un multiple qui est quand même 35-40% plus bas. Donc Alphabet, avec un valeur d'entreprise sur EBITDA de 15 et un PER de 22, qui dans un an sera un PER de peut-être je sais pas 18, quelque chose comme ça, ou 17 vu la croissance. C'est pas si cher payé que ça, hein. Bonne rentabilité, il y a un dividende qui est payé mais c'est symbolique, donc ça on n'en tient pas compte. Il y a des rachats d'actions, d'ailleurs Nvidia aussi rachète ses actions, tous les acteurs américains rachètent des actions, sauf peut-être Berkshire Hathaway quand la valorisation est trop élevée, et Amazon également. Donc Alphabet pour moi c'est un bon dossier. C'est un bon dossier de croissance, c'est presque du GARP, c'est du GARP je pense même, c'est-à-dire croissance à prix raisonnable. Au prix actuel, c'est de la croissance à prix raisonnable, vous avez une bonne croissance, une excellente rentabilité, et un rendement d'actionnaire qui va augmenter tranquillement. Donc Alphabet, moi je pense que c'est un bon choix. Amazon, 2,1 trilliards de dollars de market cap, une croissance importante sur 5 ans, rythme annualisé, 18%, ce qui est très bon, une valorisation qui semble élevée pour la croissance. On est à 16,1 en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, donc sur ce multiple-là, on n'est pas si élevé que ça. Donc, allez, moi je vous donne mes échelles un peu, mes comparatifs. Donc pour moi, on est value en dessous de 7, ça pour moi c'est value. Quand on se rapproche au-dessus de 9-10, là on commence à être plutôt sur, on va dire, plutôt des dossiers de croissance qui sont valorisés à ce niveau-là. Au-delà, à partir de 9-10, après on va jusqu'à 15. 15 pour moi c'est de la croissance à prix raisonnable. Alors sachant qu'aux US les multiples sont toujours plus élevés, hein. Donc moi je vous donne mon échelle en France. En France on va dire en dessous de 7 c'est value, entre 7 et 10 c'est croissance prix raisonnable, entre 10 et 15 c'est croissance, au-delà de 15 c'est hyper croissance et c'est trop cher pour moi. Donc ici Amazon, si on met un multiple et qu'on met on va dire 25% de prime sur ce multiple parce qu'on est aux US, pour moi Amazon ça reste aussi de la croissance à prix raisonnable à l'heure actuelle. Sur ce multiple-là, de valeur d'entreprise sur EBITDA, le problème c'est qu'ils se convertissent pas en bénéfices, ces multiples, à l'heure actuelle, parce qu'on a des plans d'investissement assez massifs chez Amazon, donc on a beaucoup de dépréciation également, et donc ça impacte les bénéfices, mais je pense que si vous regardez sur ce multiple-là, on n'est pas si cher payé, et donc on est aussi, pour moi, sur un dossier croissance à prix raisonnable à l'heure actuelle. Bonne rentabilité des capitaux investis, un peu faible par rapport aux autres qu'on a vu avant, mais ça reste convenable, surtout que bon, on est quand même pas si éloigné que ça de la croissance, du niveau de croissance entre la rentabilité et la croissance, donc on peut s'autofinancer, hein, pour moi chez Amazon. Rendement des fonds propres à 25, bon, voilà, c'est pas mal aussi, hein, c'est un bon niveau de rendement. Il y a quasiment pas de dette et il y a pas de dividende qui est payé, il y a pas de rachat d'actions non plus, il y a même un peu de dilution chez Amazon, donc ça c'est un problème. Amazon, voilà, c'est plutôt de la croissance à prix raisonnable. Pour moi, c'est un peu trop spéculatif. De toute façon, moi, je fais pas de croissance, mais je pense que ça peut être intéressant à mettre en portefeuille. Meta, on est sur 1,6 trillion de market cap, une croissance en rythme annualisé sur 5 ans de 18%, ce qui est très bien. Valeur d'entreprise sur EBITDA de 18, un PER de 26. Honnêtement, ça s'est bien dégonflé, hein. Donc, il y a eu la crise, on va dire, c'était en 2023 de mémoire, avec le métaverse qui a complètement foiré. Zuckerberg, il s'est pas entêté, il a complètement abandonné cette activité, il a fait des rachats d'actions massifs, le cours a septuplé, donc
Maintenant, est-ce qu'on le timing est toujours bon sur Meta? Oui, vous n'allez pas faire des multiples, vous n'allez pas faire des plus-values au niveau 2023-2024, mais je pense que là, ça peut se mettre en tant que valeur de qualité, de croissance même, valeur de croissance, hein. On a une bonne croissance, on a une bonne rentabilité avec 27% de rendement des capitaux investis, un PER de 26 en 12 derniers mois, mais si sur les 12 prochains mois avec ce niveau de croissance, vous êtes potentiellement à 21, 22, 20, 21, 22, c'est pas si cher payé que ça, hein, Meta Platform à nouveau. Donc là, c'est pour moi, pour l'investisseur dans la croissance, c'est un prix d'entrée intéressant. Il y a un dividende qui commence à être payé, qui est symbolique également, on a un payout ratio qui est faible, à vérifier, je sais pas s'il y a toujours des rachats d'actions, mais je pense que oui, donc ça augmente le rendement de l'actionnaire. Donc Meta, pour moi, c'est un dossier intéressant. Berkshire Hathaway, donc celle-là, ça n'analyse pas comme les autres, on est sur une société de portefeuille, hein, donc il faut valoriser l'entreprise par rapport à son price to book. Alors, croissance du chiffre d'affaires, est-ce que ça a du sens? Non, je sais pas d'ailleurs comment c'est compté côté holding, est-ce que c'est compté dans la croissance du chiffre d'affaires des participations? Si quelqu'un a la réponse, il me dit en commentaire. Donc ces multiples ici, ils sont pas intéressants pour une société de portefeuille. Ce qui est intéressant, c'est ces multiples de price to book. Il faut si vous voulez avoir une marge de sécurité, il faut être en dessous de 1. Alors, Berkshire Hathaway, comme c'est Warren Buffett, ce multiple, il descend quasiment jamais en dessous de 1 parce que on paye Warren Buffett, mais comme il va bientôt prendre sa retraite, on a une chance qu'à mon avis ce multiple se dégonfle parce que c'est plus lui qui est aux commandes. Et donc du coup, vous allez, s'il y a une décote, peut-être que ça sera intéressant d'entrer sur Berkshire Hathaway. De son propre aveu, il ne rachète pas ses propres actions parce que on est au-dessus de 1 en termes de price to book, et donc pour lui, Berkshire Hathaway est surévalué. On va donc suivre son conseil. Broadcom, donc là on est sur les semi-conducteurs, on est à 900 milliards de market cap, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 18%, c'est très bon. Valeur d'entreprise sur EBITDA, complètement délirant, 34, PER 90, n'importe quoi. Donc si vous allez sur, en plus le dividende qui est faible à 1,2% est versé. Alors il est versé à crédit en termes de bénéfices nets, mais en fait il représente un payout ratio de 50% en termes de free cash flow. Donc pourquoi pas. Mais en fait ce dossier est beaucoup trop chèrement valorisé pour que ça soit intéressant. Donc vaut mieux être à l'écart. Tesla, elle a bien chuté celle-là. On est sur 845 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires, un rythme annualisé sur 5 ans de 32%, donc ça c'est très bien. Valeur d'entreprise sur EBITDA 57, n'importe quoi. PER 128, n'importe quoi. Rendement des capitaux investis 7%, c'est faible. Rendement des fonds propres 10,5, bon ok, pourquoi pas, mais il n'y a pas de dette, par contre on est cash net, donc ça enlève un élément de risque. Évidemment il n'y a pas de dividende qui est payé, les free cash flows sont moitié moindres que les bénéfices nets. Tesla c'est à l'heure actuelle une bulle spéculative. Il faut que le cours diminue encore de 50% pour qu'on commence à être raisonnable. Là pour l'instant c'est du grand n'importe quoi, même pas 50%. 130 en termes de PE, les prévisions de croissance sont faibles, je crois, pour les années prochaines. Donc à mon avis, il faudrait même que le cours soit divisé par 4 pour qu'on revienne à la raison. Et les Lilly, donc on est sur un laboratoire pharmaceutique, 780 milliards de dollars US de market cap, croissance du chiffre d'affaires 15% en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est quand même pas mal. Valorisation complètement absurde, 42 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 75 fois les bénéfices des 12 derniers mois. On a un rendement des capitaux investis qui est très bon, hein, 32,5%, on a un rendement des fonds propres excellent à 85%, excellente rentabilité, un peu de dette mais rien de significatif, un rendement du dividende qui est symbolique, mais ça c'est à cause de la cherté de l'action, hein, et un payout ratio qui est au-delà de 100% parce qu'on verse le dividende à mon avis à crédit, vu que on a un bénéfice net à 10 milliards 6, et free cash flow à 3 milliards 8, donc ils sont vraiment 3 fois plus bas, donc on a un payout ratio de 120%, donc ce dividende là il n'est pas sécurisé à ce niveau là. Je suis à l'écart des pharmaceutiques, mais alors celle-là en plus elle est trop chèrement valorisée. Qu'est-ce qu'on retient dans cette liste? Alors, si vous faites de la croissance, vous pouvez mettre Nvidia, mais attention à la volatilité. Sinon, en alternative, Alphabet, pour moi c'est un prix d'entrée à l'heure actuelle, c'est quand même un business qui a bien fait ses preuves, soi-disant disruption par l'IA, etc. Mais en fait Alphabet, c'est pas que de la pub, hein, donc ils font aussi du cloud, ils investissent dans l'IA, donc bon dossier. Microsoft c'est un peu cher. Amazon, mais il faut bien connaître les plans de dépenses en capital, etc. Faire confiance au management sur les projections, donc c'est pas trop mon cas. Meta Platform, donc moi j'en garde 2 ici. Allez, je garde Alphabet et Meta. Option sur Nvidia si vous n'avez pas peur de la volatilité. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.